Bienvenue dans cette conférence Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, éclairage juridique et perspective. En guise d'introduction, je vais d'abord rappeler comment s'est bâti le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle que j'appellerai ensuite EVARS en milieu scolaire. L'information et l'éducation sexuelle ont fait leur entrée au sein de l'école, c'est-à-dire au collège et au lycée, en 1973, avec des séances facultatives organisées en dehors du temps scolaire. Puis l'éducation à la sexualité est devenue obligatoire à partir de la 4e en 1996, et ensuite elle a été étendue par la loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception, étendue donc dès l'école primaire à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Mais malgré des objectifs fixés pour que 100% des jeunes aient reçu une éducation de qualité à la sexualité tout au long de leur cursus, il a été constaté à plusieurs reprises que l'effectivité des séances d'éducation à la sexualité était très inégale selon les établissements scolaires. Assez mal dispensée dans les établissements publics, elle trouvait plus sa place dans le privé, où des éducatrices en vie affective, relationnelle et sexuelle intervenaient au collège et au lycée, sans se limiter à la seule sexualité, mais en replaçant celle-ci dans une éducation d'abord affective et relationnelle. Plusieurs facteurs ont participé à susciter l'idée que le caractère obligatoire de l'éducation à la sexualité serait mieux honoré par l'élaboration d'un programme. Et donc, c'est chose faite, comme vous allez le voir dans le visuel de la vidéo, depuis le 6 février 2025, date de publication du programme d'éducation à la sexualité intitulé, je cite, « Éduquer à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et à l'école primaire », éduquer à la vie affective et relationnelle et à la sexualité au collège et au lycée. Ce programme est entré en vigueur à la rentrée de l'année scolaire 2025-2026 et je vous conseille vivement de le télécharger à partir de la page d'accueil du site de l'Éducation nationale dont vous voyez l'URL s'afficher derrière moi. Ce programme comprend des éléments intéressants comme le travail autour des émotions, de l'amitié, l'enseignement des connaissances nécessaires relatives à la biologie, à l'anatomie de la différence des sexes, à la procréation, à la prévention des risques. Par exemple, dans le livret 6e, il est proposé, vous le voyez, l'ensemble des livrets sur la vidéo derrière moi, il est proposé un travail très construit et essentiel sur le poids écrasant des injonctions des réseaux sociaux et sur le harcèlement. Mais par ailleurs, le programme est présenté comme indispensable pour lutter notamment contre l'influence des représentations pornographiques sur les mineurs et contre les violences sexuelles. Alors qu'en penser? Après s'être posé la question de la nécessité d'une éducation à la sexualité et des acteurs de cette éducation, ce sera ma première partie. Nous entrerons dans les critiques suscitées par ce programme en deuxième partie pour examiner enfin ce que peuvent faire les parents, et ce sera ma troisième partie. Alors, première partie, pourquoi une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle et par qui? Nous affirmons d'emblée qu'une éducation des enfants et des jeunes est nécessaire. Force est de constater les nouveaux graves défis qui impliquent d'offrir aux enfants et aux jeunes des clés de compréhension et de discernement. Parmi ces défis, l'exposition large des enfants et des adolescents à une hypersexualisation de la société, voire à sa pornification, l'omniprésence du contenu sexuel sur les réseaux sociaux, l'apparition de l'IA avec la génération d'images à caractère sexuel, les deep nudes, la disparition de tout repère dans la sexualité, l'effondrement de la natalité, l'augmentation de l'infertilité, l'importance des violences sexuelles et des séquelles graves qu'elles entraînent. Au-delà du sujet de la sexualité, on constate aussi une difficulté d'appréhension du juste rapport à l'autre, notamment due à une vie vécue à travers les écrans, qui entraîne une forme de dissociation des rapports humains, la disparition de la perception et de la reconnaissance des émotions, celle de l'enfant et celle des autres. Enfin, nous sommes confrontés à une grave crise anthropologique avec une augmentation de la violence banalisée, la perte d'amitié entre les hommes et les femmes, avec d'un côté un féminisme qui se radicalise et de l'autre un masculinisme inquiétant, et cela au sein d'une société qualifiée de liquide, caractérisée notamment par la perte des repères généalogiques et de la transmission. Tout ceci justifie donc qu'on ne puisse pas laisser les enfants seuls
et qu'on décrypte avec eux ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent et qu'on leur donne des repères, c'est bien le but de l'éducation. Mais qui doit dispenser cette éducation? Alors pourquoi pas l'État? L'implication première de l'État est tout à fait justifiée si l'on retient une acception platonicienne ou même aristotélicienne de la cité et de l'éducation. Constance Collin, une jeune philosophe, a exposé dans une contribution parue en septembre 2026 aux éditions Artege dans des actes de colloque relatifs au rôle éducatif des parents, que dans la conception grecque antique, l'éducation des enfants possède une finalité politique. Elle est ordonnée au bien et à la santé de la cité en tant qu'elle est un moyen de faire parvenir l'enfant et le jeune à l'amour de la vie vertueuse et du bien commun, contre ses passions désordonnées et égoïstes. Éduquer, c'est inculquer à l'enfant la primauté de la vertu et de la vie collective sur ses passions individuelles égoïstes. La mauvaise éducation des enfants n'est par conséquent pas seulement un drame privé, mais un désordre public. Il est donc nécessaire que la cité encadre et surveille la formation des enfants et qu'elle ne l'abandonne pas à l'arbitraire des parents, puisque de la rectitude de l'éducation dépend la sauvegarde de la cité. Aussi faut-il s'en remettre aux préconisations expertes du législateur, qui, s'étant saisi de la question, aura établi avec sagesse et prudence des règles éducatives réfléchies et sensées. Je ferme la citation. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les remontées de terrain, pédiatres ou autres médecins, les psys, les éducateurs à la vie en milieu scolaire, mettent en évidence une difficulté d'une majorité de parents à aborder avec leur enfant le sujet de la sexualité, tout comme celui de la pornographie et de l'hypersexualisation, ainsi que leur sentiment d'incompétence pour transmettre les éléments nécessaires à la construction de la vie affective et émotionnelle, surtout pour les jeunes générations de parents qui sont bombardés d'injonctions contradictoires via les réseaux sociaux et les sites internet. À cela s'ajoute aussi parfois malheureusement une qualité de relation dégradée entre parents et enfants et dans les cas les plus extrêmes de maltraitance ou d'abus, ce qui a un impact important dans l'altération de la construction affective et relationnelle de l'enfant. Et donc ces constats peuvent sembler justifier de confier à une institution extérieure à la famille, en l'occurrence l'institution scolaire, le soin d'éduquer enfants et adolescents à l'ensemble des sujets visés par le programme EVARS. Mais deux difficultés surgissent. La première est que la pensée philosophique qui organise nos États modernes diffère de celle de Platon et Aristote. Comme le dit encore Constance Collin, il existe en effet une différence fondamentale entre la cité grecque et l'État moderne libéral dans la conception du politique. La première prend pleine part dans la réalisation morale de ses citoyens, tandis que le second la laisse à leur liberté et se contente de favoriser leur prospérité. Je ferme la citation. Et justement, les VARS se donnent pour but de prendre part dans la réalisation morale des élèves. Si dans un premier temps, l'éducation à la sexualité à l'école avait été conçue comme la transmission d'un enseignement neutre sur la biologie, la physiologie, les mécanismes de la procréation, etc., elle a été progressivement étendue à la contraception, la prévention des risques, les maladies sexuellement transmissibles, ce qui pouvait déjà faire entrer dans une acception morale, et aujourd'hui le pas a été pleinement franchi avec ce nouveau programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Or, la vie affective, relationnelle et sexuelle a un objet bien spécifique qui ne peut être comparé avec des champs disciplinaires, objets d'un enseignement comme le sont les maths, le français, etc. La vie affective, relationnelle et sexuelle est faite de ressentis, d'émotions, de sentiments, d'expériences et de comportements propres à chacun. Et surtout, elle repose profondément sur des valeurs, des qualités, une vision anthropologique que chaque être humain possède et veut développer. Donc concevoir et publier un programme d'EVARS constitue une rupture de l'ordre de la philosophie politique. Nos États modernes libéraux devraient laisser la réalisation morale de ces citoyens à leur liberté, mais avec les VARS, ils veulent s'emparer à nouveau. Il y a une forme de contradiction intime qui peut expliquer le rejet instinctif d'un certain nombre de citoyens face à cette politique publique qui veut façonner une forme de vertu collective sans le reconnaître pour autant. La seconde difficulté tient au contenu même transmis par l'État. Pour Aristote, puisque le but premier de la cité est de rendre ses citoyens vertueux et par là heureux,
Les citoyens sont donc nécessairement en accord avec les lois de la cité. Plus près de nous, le juriste du XXe siècle, Pierre Legendre, énonce que l'État est une fiction qui tient le langage de la vérité grâce au travail accompli par les juristes théologiens. Il exerce ainsi une autorité au sens latin, l'auctoritas, est ce qui contraint mais aide à grandir. Le principe de l'obéissance se joue sur un lien fiduciaire. Il ajoute encore, l'État est d'abord celui qu'on écoute, l'obéissance est un crédit accordé à sa parole, le lien est celui du croire parce qu'il se caractérise par la confiance, c'est-à-dire la foi que l'on porte en celui qui parle parce qu'il répond. Mais comme le souligne aussi bien Constance Collin que Pierre Legendre, Aristote n'avait pas envisagé la problématique contemporaine qui nous occupe aujourd'hui, le cas où les familles revendiquent la liberté d'enseigner à leurs enfants des valeurs contraires ou en tout cas en désaccord avec celles de l'État. Aristote ne traite pas la question de l'éducation sous l'angle de la liberté des parents, qui voudraient par exemple protéger leurs enfants des ingérences d'un État trop permissif ou immoral. Or, dans un État qui ne se donne plus cette finalité éthique de rendre vertueux ses citoyens, et qui au contraire affiche des idéologies indifférentes ou étrangères à la vertu, la liberté éducative des parents devient une question absolument essentielle. Et c'est bien aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Pierre Legendre dit encore que nous sommes dans un monde à l'envers, où l'État, perdant sa raison d'être, dissout le rapport à l'autorité, bannit les tabous protecteurs, démolit les normes langagières et elles-mêmes, évidemment, ça commence par défaire l'éducation. Fin de citation. Ainsi, nous en arrivons à la conclusion que ce ne devrait pas être l'État qui dispense cette évarse, telle qu'elle est conçue par le programme, qui déborde le champ de sa mission éducative. Ce sont bien les parents qui ont la mission et la responsabilité de transmettre l'éducation dans ce qui relève de l'intimité et de la vie privée. Cette mission et cette responsabilité découlent des principes de primauté éducative et de l'autorité parentale reconnus par plusieurs instruments juridiques internationaux ratifiés par la France et qui, dans la hiérarchie des normes, ont une valeur supérieure au droit interne. Parmi d'autres, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 affirme dans son article 26 que les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Le protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1952 dispose quant à lui que l'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. Le droit français reconnaît lui aussi ce principe, en particulier dans les articles 213 du Code civil, 371.1 du Code civil relatif à l'autorité parentale et L. 111-2 du Code de l'éducation. Une traduction évidente de ce rôle éducatif des parents est la responsabilité qui pèse sur eux lorsqu'un incident survient. Si un enfant commet un dommage civil ou une infraction pénale, les titulaires de l'autorité parentale sont solidairement responsables civilement du dommage causé et ils doivent indemniser les victimes du dommage civil ou de l'infraction pénale. Cette responsabilité pèse sur eux parce qu'ils sont responsables de l'éducation de leurs enfants. Alors, même si l'État leur conteste ce rôle, les parents doivent continuer à revendiquer, mais surtout assumer l'éducation de leurs enfants dans ce domaine particulier de la vie affective, relationnelle et sexuelle, conformément à leurs convictions. Ils doivent l'assumer, car c'est là que le bât blesse. Parce que beaucoup de parents n'osent pas, ne veulent pas ou ne parviennent pas à prendre le risque de cette éducation, l'État confisque ce rôle pour tous en imposant sa vision de l'EVARS. Nous abordons maintenant la deuxième partie de cette conférence consacrée aux critiques que suscite ce programme EVARS. Lors de l'élaboration du programme, Juristes pour l'enfance et d'autres associations ont alerté à plusieurs reprises le Conseil supérieur des programmes puis le ministère de l'Éducation sur les écueils rencontrés. Estimant ne pas avoir été entendus, nous avons saisi le Conseil d'État d'un recours contre l'arrêté du 3 février 2025 fixant le programme
mais le 27 juin suivant, le Conseil d'État a rejeté le recours, balayant d'un revers de manche les objections détaillées. Elles ont été considérées comme négligeables face aux justifications déployées, en particulier la nécessité de lutter contre les violences sexuelles exercées sur les mineurs, la proposition d'une alternative à la vision de la sexualité dans les contenus pornographiques, etc. Ces objectifs peuvent bien paraître louables. Ils ne peuvent cependant pas justifier les graves défauts que comporte ce programme, qui de surcroît ne permettra sans doute pas d'atteindre ces objectifs. Alors, l'EVARS en France suit les standards pour l'éducation sexuelle en Europe publiés par l'OMS en 2010, même si elle a pu les adapter un peu sur les seuils d'âge. Ces standards veulent instaurer une éducation sexuelle holistique, soumise à examen obligatoire, alors qu'en même temps, ils soutiennent que l'éducation sexuelle est axée en premier lieu sur le développement personnel. Selon ces standards, je cite, l'éducation sexuelle donne aux enfants et aux jeunes, en fonction de leur âge et de leur niveau de développement, les informations, les compétences et les attitudes qui leur permettent de comprendre leur sexualité et d'en jouir, d'avoir des relations sûres et satisfaisantes et d'assumer la responsabilité de leur propre santé et bien-être sexuel, tout comme de la santé et du bien-être sexuel des autres. Fin de citation. C'est donc cette approche qui infuse tout le programme et qui suscite les critiques qu'on peut lui adresser. Première critique, une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui ne transmet pas le sens. En effet, loin d'être holistique, le programme EVARS, comme les standards OMS dont il s'inspire, développe une vision réduite de la sexualité, car son approche est avant tout techniciste. Il y manque une dimension essentielle et même la dimension première, celle de la réflexion sur le sens de la sexualité et sur le sens de la dimension sexuée de notre corps féminin ou masculin. La privation de la réflexion sur le sens entraîne l'absence de transmission de repères. Les seuls critères de la sexualité sont en avoir envie, que la relation soit consentante de part et d'autre, et la protection contre les IST et les grossesses. Cette approche, outre le fait d'être parcellaire, est en même temps fantasmée et négative. Fantasmée puisque l'objectif attendu est de tout connaître de la sexualité dans le but d'en jouir, avec en toile de fond l'idée que la sexualité pourrait être affranchie de la condition humaine qui mêle irrémédiablement le bon et le mauvais. Et cette approche est en même temps négative car le programme développe une vision anthropologique plutôt sombre des rapports humains, avec l'accentuation mise sur les stéréotypes, les préjugés, les discriminations, les violences. Et enfin, cette éducation techniciste vole aux nouvelles générations une forme de leur apprentissage. Le pédiatre Aldo Naouri dénonçait déjà en 2023, je cite, « On a tué le sexe en l'éduquant, il faut lui laisser sa part de mystère ». La deuxième critique, tout aussi importante, avait été largement soulignée lors des auditions des associations par le Conseil supérieur des programmes. Elle tient dans l'inadaptation au développement psycho-affectif et sexuel des enfants et à la banalisation de la sexualité précoce. Elle se manifeste d'abord dans le programme ou les documents associés. Par exemple, alors que le programme s'intitule EVAR, c'est-à-dire Éducation à la vie affective et relationnelle seulement pour les plus jeunes jusqu'en 6e, les ressources proposées par le site Lumni pour les enseignants montrent que la sexualité est omniprésente. Autre exemple, le livret d'accompagnement EduScol pour les enfants avant 4 ans prévoit une séance, exprimer des émotions, observer et comprendre une œuvre, à partir de la sculpture du baiser de Brancusi avec des questions comme « Que font-ils ? Que font-elles ?» et d'autres sur la thématique du baiser sur la bouche. Ou encore, pour les élèves en CE1, 7-8 ans, le programme demande d'examiner dans le cadre des discussions réflexives et argumentées les questions « Peut-on avoir été amoureux et ne plus l'être ? Peut-on être heureux sans être ou avoir été amoureux ?» En CM2, pour parler de la reproduction, un des supports éducatifs conseillés est une sculpture représentant une famille composée de 2 femmes, dont l'une est enceinte. Elles sont accompagnées de 2 garçons. En outre, le déploiement du programme par niveau implique en lui-même l'absence d'adaptation au développement psycho-affectif de chaque enfant singulier.
Dans un même niveau, les enfants, les élèves peuvent avoir des différences d'âge très importantes, selon qu'ils sont nés en début ou en fin d'année, qu'ils ont une année d'avance ou de retard. Et même s'ils ont strictement le même âge, des différences de maturité physique, émotionnelle, affective sont très courantes et ne sont pas prises en compte. Troisième critique, le manque de compétences des intervenants. Ce sont les parents, premiers et principaux éducateurs, qui sont les mieux placés, surtout pour les plus jeunes, à parler avec eux de ce qui touche à l'intime et à la vie privée, parce que, je l'ai dit, sont responsables de leurs enfants, mais aussi parce que ce sont eux qui les connaissent les mieux. Les VARS en milieu scolaire s'emparent de cette mission pour la confier à des personnes qui ne connaissent pas ou peu les élèves. Ce sont soit des intervenants extérieurs, soit des enseignants qui ont les élèves peut-être une année, au mieux 2 années. Et puis ces personnels manquent souvent des qualifications nécessaires. En effet, les VARS, faute de moyens, n'est pas dispensé par des pédopsychiatres, des pédiatres, des psychologues ou des gynécologues, ou à tout le moins par du personnel scolaire médical, justifiant d'un niveau académique dans les stades de développement psycho-affectif de l'enfant, ainsi que d'une pratique professionnelle. Il est demandé aux enseignants d'assumer en grande partie cette éducation, alors qu'ils ne sont pas formés ou pas suffisamment formés pour cela. Ils vont alors s'appuyer sur leur représentation ou conviction, ce qui va faire de l'EVARS un lieu subjectif et potentiellement militant. Et pourtant, les experts ne cessent de le dire. Je cite un médecin spécialisé dans la prévention des violences sexuelles sur les mineurs. Pour parler de sexualité, c'est toujours intéressant que ce soit d'abord travaillé en amont dans une équipe pour avoir une position commune, car cela vient tout de suite bousculer des choses. Quand on parle de sexualité, on parle toujours un peu de soi-même rapidement. Quatrième critique, le programme EVARS, contrairement à ce que prétendent les autorités, relaie l'idéologie du genre. Dès le CE1, le mot genre est employé au lieu et place du mot sexe. Un exemple, prendre conscience que le genre, le handicap ou l'état de santé ne sont pas un obstacle pour nouer des amitiés. On devrait écrire prendre conscience que le sexe n'est pas un obstacle pour nouer des amitiés. À partir de la 5e, les élèves doivent acquérir la compétence, je cite, différencier sexe, genre et orientation sexuelle. Et à partir de la seconde, on peut vraiment parler de promotion de l'utopie de l'identité de genre et du changement de sexe, comme vous pouvez le voir dans le visuel à l'écran. Pourtant, à travers le monde entier, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer cette utopie et demander à ce que la dysphorie de genre soit à nouveau considérée comme un trouble de santé mentale qu'il convient de traiter par une prise en charge psychologique. 5e critique, l'ambivalence vis-à-vis des contenus pornographiques. Alors que le Code pénal sanctionne depuis 1994 l'exposition des mineurs à la pornographie et que des lois et textes réglementaires imposent de mettre en place des outils de vérification d'âge sur les sites internet interdisant l'accès de mineurs aux sites pornographiques, cette mise en place est très longue. Il est vrai que depuis le mois d'avril 2025, les sites français et non européens doivent installer un outil de vérification d'âge bloquant leur accès pour les mineurs et que l'Arcom a mis en demeure plusieurs sites. Il a été ainsi obtenu la mise en place et l'inaccessibilité volontaire de services en France. C'est une mesure vraiment importante car d'après les enquêtes menées, grâce à l'instauration de ces mesures, 10% des consommateurs auraient cessé de se rendre sur des sites pornographiques, ce chiffre atteignant 20% dans la tranche d'âge des 18-24 ans. Cependant, ces mesures ne sont pas applicables aux sites implantés sur les autres États du territoire européen, car ils se sont lancés dans une guérilla juridique en exploitant le droit européen et il n'est pas certain que la France parvienne à faire appliquer sa législation sur donc les sites implantés dans d'autres territoires européens. Et puis il faut ajouter la nouvelle tendance qui consiste à diffuser des contenus pornographiques et donc y à accéder via les réseaux sociaux, les messageries privées ou encore les profils individuels sur des sites tels que Vinted, etc. Mais surtout, la nocivité de la pornographie n'est pas liée au seul fait qu'elle serait vue par des enfants. 2 rapports politiques majeurs, celui du Sénat en 2022 et celui du Haut Conseil à l'égalité en 2023, ont dénoncé les ravages opérés par la pornographie dans notre société. Ces rapports ont traduit dans le champ politique les travaux de recherche
menés pour dénoncer les méfaits de la pornographie pour tous, travaux de recherche menés notamment en France par la chercheuse et psychologue clinicienne Maria Hernandez Mora, qui a publié sa thèse en 2024 sur pornographie en ligne et processus addictifs. Les travaux de Maria Hernandez et ceux d'autres chercheurs montrent combien la pornographie a des conséquences importantes pour la santé physique et psychologique de tous ceux qui en consomment, y compris les adultes. Transformation du câblage neuronal, symptômes dépressifs plus forts, moins bonne qualité de vie et moins bonne santé mentale, fragilisation voire destruction des couples et surtout augmentation des violences sexuelles. La diffusion continue de cette culture et la justification de la pornographie par des adultes comme, je cite, récréatif, un loisir innocent pimentant la vie, constitue une injonction contradictoire. Et finalement, on peut reprocher au programme EVARS d'entrer dans cette injonction contradictoire en ne dénonçant pas suffisamment la pornographie en soi. En effet, les objectifs affichés en 4e, par exemple, sont comprendre la notion de pornographie, la différencier des contenus érotiques et prendre conscience que la pornographie représente, de manière faussement réaliste et stéréotypée, des actes sexuels dépourvus de toute dimension affective ou sentimentale et souvent violents, comprendre les raisons de l'interdiction d'accès des mineurs à la pornographie inscrite dans le code pénal. Mais on voit qu'il n'y a pas de véritable dénonciation de la pornographie, qui constitue pourtant le cœur du problème et une cause majeure de l'augmentation des violences sexuelles, surtout celles commises par des jeunes. 6e critique, justement, les insuffisances de la lutte contre les violences sexuelles. C'est le 2e sujet phare qui a été mis en avant pour justifier le programme EVARS. Or, on peut critiquer ce programme EVARS car le prisme retenu pour lutter contre les violences sexuelles est celui du consentement et ce prisme nous paraît insuffisant. Alors qu'une loi, la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, cette loi a reconnu l'incapacité structurelle du mineur à consentir à un acte sexuel avec un majeur, il est pour le moins étonnant que le consentement soit le principal, voire le seul motif éducatif retenu par le ministère de l'Éducation nationale, au lieu et place de l'interdit. Le consentement est une notion insuffisante s'agissant des mineurs, y compris des plus âgés d'entre eux, dont un certain nombre ont témoigné une fois devenus adultes qu'ils avaient cru consentir, alors qu'en réalité, ils n'en avaient pas la capacité. En 2026, on a pu voir une journaliste affirmer qu'une jeune fille de 16 ans ne pouvait pas consentir à une relation sexuelle avec un homme de 32 ans parce que, je cite, « à 16 ans, on est une enfant ». Donc pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs, qu'elles soient commises par un adulte ou par un autre mineur, il est essentiel d'éduquer à l'interdit et bien sûr au respect de la loi. L'interdit, qu'est-ce que c'est? C'est l'interdit de l'inceste, l'interdit des relations sexuelles entre un majeur et un mineur, l'interdit de la prostitution, l'interdit des violences, l'interdit des réseaux sociaux avant 13 ans, etc. Mais ces mêmes rappels à la loi sont insuffisants tant que prévaut l'idéologie dont j'ai parlé tout à l'heure, d'une santé globale qui comprendrait l'exercice effectif de la sexualité, peu important l'âge, du moment que les acteurs de cette sexualité seraient consentants. Il ne peut pas y avoir de consentement libre, éclairé et valable lorsque les informations données et les discours tenus sont incomplets ou mensongers, ce qui est le cas lorsqu'est normalisée, voire encouragée, la sexualité précoce, c'est-à-dire des relations sexuelles dès le collège, alors qu'en même temps on dit qu'à 16 ans on n'est qu'un enfant, et ces relations sexuelles étant préparées par l'injonction amoureuse auprès des enfants dès la maternelle, ou en tout cas dès le primaire, puisqu'à cet âge-là on leur demande est-ce qu'on peut avoir été amoureux et ne plus l'être? Est-ce qu'on peut être heureux sans être amoureux? C'est également le cas lorsqu'est banalisée, voire valorisée, une sexualité éphémère, volage, de jouissance, sans engagement de l'affectivité. Quand le langage est ainsi perverti, quand on ne donne pas le sens de la sexualité, on supprime la possibilité du consentement. Une véritable éducation exige d'abord
d'apprendre à découvrir le sens de la dimension sexuée du corps, puis ensuite d'affirmer que le temps de l'enfance n'est pas celui de la sexualité. Ensuite, il faut apprendre à découvrir le sens de la sexualité et apprendre que le temps de l'adolescence est le temps de l'apprentissage de la maîtrise des pulsions. Des pédopsychiatres et d'autres professionnels travaillant auprès des enfants constatent aujourd'hui une pulsionalité débridée des plus jeunes. Les adultes doivent donc apprendre aux mineurs à contrôler leurs pulsions, à s'empêcher, à temporiser leurs décisions, à se respecter et à respecter l'autre. Nous formulons l'hypothèse que l'absence de réflexion transmise aux enfants et aux jeunes sur le sens de notre corps sexué, de notre humanité, femme et homme, de la sexualité, de son fondement, de sa complexité psychique, de sa beauté mais aussi de ses ambivalences, font le lit de l'aggravation des violences sexuelles et de l'inimitié, voire de la haine qui se manifeste entre les femmes et les hommes. Et pour cela, le programme EVARS devrait être revu en priorité. Nous en arrivons à la troisième partie, quel rôle des parents? Le programme EVARS ne peut pas être contourné par les parents. Il faut donc s'emparer de ce moment pour le transformer en un défi positif pour leur mission éducative. Je reviens sur le premier point. Le programme ne peut pas être contourné par les parents, c'est-à-dire qu'il est impossible de dispenser les enfants des séances EVARS. Comme pour toute scolarité, les élèves sont soumis à une obligation d'assiduité qui est prévue au Code de l'éducation et qui implique que les élèves se soumettent aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement, accomplissent les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés, respectent le contenu des programmes et les modalités de contrôle des connaissances. Les seuls motifs réputés légitimes par la loi pour qu'un enfant ne se présente pas en cours sont la maladie de l'enfant, la maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, la réunion solennelle de la famille, l'empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications ou l'absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Alors, il est vrai que le Code de l'éducation prévoit que d'autres motifs peuvent être appréciés par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, mais la circulaire EVARS du 4 février 2025 se veut extrêmement stricte quant à l'appréciation de ces motifs et quant aux contestations d'enseignement EVARS. Elle prévoit que chaque difficulté doit systématiquement faire l'objet d'un signalement et dans un document questions-réponses publié sur son site, le ministère de l'Éducation nationale martèle qu'aucun document de non-participation ou de décharge de responsabilité ne peut être accepté par les établissements scolaires et que l'opposition aux séances d'éducation à la vie affective et relationnelle fait l'objet d'un signalement à l'inspection. Ce signalement est susceptible d'entraîner un avertissement donné par le DAZEN, c'est-à-dire le directeur académique des services de l'éducation nationale, ainsi que le déclenchement d'une enquête sociale, et si les parents ne justifient pas l'absence de leur enfant ou en donnent des motifs inexacts, ils risquent une amende de 750 €. Le signalement peut également entraîner la saisine du procureur de la République pour mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs. Alors, puisque d'autres motifs, nous dit le Code de l'éducation, peuvent être appréciés par l'autorité de l'État, est-ce qu'on peut faire valoir une dispense sur certificat médical? Deux types de certificats médicaux doivent être distingués, les certificats médicaux obligatoires et les autres. Un certificat médical n'est obligatoire que si un texte législatif ou réglementaire l'exige, et s'agissant du cadre scolaire, un certificat médical est obligatoire lorsqu'il doit être produit, par exemple pour la mise en place d'un régime alimentaire spécifique en cas d'allergie, pour informer l'école lorsque l'enfant est absent en raison d'une maladie contagieuse, pour justifier l'inaptitude à la pratique de l'EPS et pour la contre-indication à la pratique d'un sport lorsqu'une réponse au questionnaire de santé prévu par les textes conduit à un examen médical. À côté de ces certificats obligatoires prescrits donc par les textes législatifs et réglementaires, on peut solliciter un médecin pour établir un certificat médical dans d'autres situations. L'établissement de ces certificats est laissé à l'appréciation du médecin, et je précise que le ministère de la Santé y est assez défavorable, estimant que le recours à ce type de certificat médical libre ne devrait pas avoir lieu,
que l'établissement du certificat médical ne devrait être réservé qu'aux seuls cas prévus par les textes. Mais on peut toujours solliciter son médecin qui peut rédiger un certificat médical, mais qui n'aura alors vis-à-vis des tiers pas la force contraignante du certificat obligatoire. Le certificat non obligatoire peut même être ignoré par les tiers s'il entre par exemple en contrariété avec d'autres dispositions législatives et réglementaires. Dans le cas précis qui nous intéresse, on peut quand même imaginer que si un médecin établit un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant qu'il a examiné s'oppose à ce qu'il assiste aux séances d'EVARS prévues pour l'année scolaire, il est probable que cette dispense soit acceptée, mais évidemment, ça ne peut concerner que des cas exceptionnels. Et dans la mesure où le secret médical s'oppose à ce que les motifs du certificat soient divulgués par le médecin qui l'a établi, l'établissement scolaire ne saura pas pourquoi le médecin a émis ce certificat. Mais le médecin devra pouvoir se défendre le bien fondé du certificat si celui-ci est contesté. Et je précise qu'un médecin peut être poursuivi devant l'ordre des médecins pour certificat de complaisance, ainsi que pour faux devant la juridiction pénale s'il fait un certificat qui est inadapté. Je précise également que depuis quelques mois, des juridictions administratives sont saisies par des parents qui ont demandé à l'établissement scolaire de leur enfant, souvent par écrit, une dispense de participation aux séances EVARS. L'établissement scolaire a refusé, les parents saisissent le tribunal administratif en contestant ce refus. À ce jour, aucun des contentieux introduits n'a abouti. Les tribunaux ont tous rejeté les recours formés, soit en estimant que cela ne relevait pas de la compétence du tribunal, que c'était une mesure d'ordre interne, soit en jugeant que les parents ne rapportaient pas d'éléments concrets de nature à démontrer que les séances d'EVARS pouvaient causer un préjudice grave et immédiat à leurs enfants. Donc, a priori, pas de dispense possible. Dans ce cadre, que peuvent faire les parents ? Les parents ont toute latitude pour prendre des initiatives que je qualifierais même d'indispensables. Cette prise d'initiative a pour soubassement juridique des grands principes à avoir en tête. Premier grand principe, le respect de l'intimité de la vie privée. Le droit au respect de l'intimité de la vie privée est protégé notamment par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et en droit français par l'article 9 du Code civil. Ceci implique qu'aucun élève ne doit se trouver obligé de divulguer des éléments qui relèvent de son intimité et de sa vie privée, de participer à des ateliers ou d'effectuer des travaux qui ne respecteraient pas son intimité ou sa vie privée, et j'exposerai ensuite comment on peut déployer concrètement, quels conseils donner pour déployer le droit au respect de cette intimité et de cette vie privée. Deuxième grand principe, le respect de la liberté de pensée et de conscience. Le Code d'éducation lui-même rappelle que l'État protège la liberté de conscience des élèves. Les comportements constitutifs de pression sur les croyances des élèves ou les tentatives d'endoctrinement sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement à leur abord immédiat et pendant toute activité liée à l'enseignement. Et puis, dernier grand principe, le droit à une éducation et une information appropriée et le droit à la santé, ce qui implique normalement d'avoir du personnel compétent et qualifié et que les informations données sur la sexualité soient justes et dénuées de toute idéologie. Alors, en ayant ces grands principes en tête, voici quelques suggestions d'action. D'abord vis-à-vis de l'école. Dès le début de l'année, il est conseillé de demander des informations. Alors certes, on sait que la circulaire réduit l'information destinée aux parents, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas solliciter l'établissement scolaire, bien sûr avec courtoisie. De nombreux établissements scolaires sont soucieux du respect de l'autorité parentale et de la coéducation et ils continueront à bien informer les parents. Si besoin, on peut alerter l'établissement sur la sensibilité ou la fragilité éventuelle d'un enfant, sur un stade de développement psycho-affectif avancé ou au contraire plus tardif, sur l'impact d'un éventuel visionnage du film et demander à être informé en amont ou demander à ce qu'exceptionnellement, tel support ne soit pas utilisé pour un enfant. Pour avoir plus de poids au sein de l'école, il est bon que les parents s'engagent, soit dans les associations de parents d'élèves, soit même directement au sein de l'établissement, dans les conseils d'école, etc., qu'ils adhèrent aux AFC, aux UNAF, aux UDAF, tout ce qui permet de renforcer le poids des parents directement au sein de l'école. C'est une première sphère d'action.
Une deuxième action encore plus importante peut-être, c'est vis-à-vis des enfants, c'est assumer son rôle de premier et principal éducateur. Parce qu'en effet, si les parents veulent être légitimes pour revendiquer leur rôle dans l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, eh bien, il faut d'abord qu'ils l'assument. Pour ça, il faut d'abord se former. Nous ne sommes pas tout seuls. Il existe maintenant des offres très bien faites, développées, qu'on peut trouver soit dans les associations familiales catholiques, les AFC, soit par les maisons des familles. D'autres offres vont être disponibles prochainement, développées par plusieurs autres associations. Et c'est vraiment un devoir pour les parents de se former pour pouvoir éduquer leurs enfants. Je laisse sur la vidéo plusieurs visuels avec des références d'ouvrages que les parents peuvent se procurer utilement. Se former, ça permet aux parents de prendre la parole sur le sujet avant que l'école elle-même ne le fasse et de mettre en place un dialogue avec l'enfant dès l'enfance. Ce dialogue sera évidemment poursuivi à l'adolescence avec les outils qui sont disponibles et accessibles comme les outils comme Cyclochaud, XY Évolution ou les autres formules dont je viens de parler. Pour cette prise de parole, il est d'abord indispensable de lire le programme attentivement sur tout ce qui est prévu pour l'année pour l'enfant concerné. Donc de cette manière, les parents sauront ce qui va être abordé et ils sauront ce sur quoi ils doivent poser des mots. Ils pourront le préparer utilement, par exemple, pendant les vacances d'été, préparant l'année scolaire à venir. Les psychologues insistent sur plusieurs points. Le premier point, c'est que la première parole dans le domaine de l'EVAR sur ce sujet est capitale. C'est celle qui est crue, celle à laquelle les enfants vont faire confiance. Et donc, il est essentiel que ce soit les parents qui, les premiers, abordent les sujets et y reviennent régulièrement en adaptant leurs propos au développement de leur enfant, plutôt qu'ils commentent a posteriori ce que l'enfant aura entendu à l'école. Donc, premier conseil, prendre la parole le premier sur ce sujet. Deuxièmement, les psychologues exposent qu'à défaut d'ouvrir un dialogue sur le sujet de l'EVARS avec leur enfant, ils lui font croire en creux que les parents vivraient dans un monde merveilleux, mais irréel, sans sexualité, sans celle à laquelle l'enfant est confronté ou va se trouver confronté. Et l'enfant qui cherche à protéger ses parents ne voudra pas risquer de heurter ce supposé monde merveilleux en les exposant à la réalité de ce à quoi lui fait face, soit dans ce qu'il entend, soit par exemple dans ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il faut indiquer à son enfant qu'on sait ce à quoi il peut être exposé et que donc il est possible d'en parler. Et puis le troisième point sur lequel les psychologues insistent, c'est que si les parents n'ouvrent pas un dialogue sur la sexualité, on court le risque que l'enfant ne dispose pas alors des clés de compréhension de ce à quoi il peut être exposé par surprise ou de ce qui se passe dans son corps. Alors, typiquement, on pense à l'enfant qui va être exposé par surprise à la pornographie. Si les parents n'ont pas posé avant des mots pour lui expliquer le sens de la sexualité et également ce à quoi il peut être confronté, eh bien, ça va créer un terreau propice pour l'enfant pour être totalement déstabilisé, voire essayer d'expérimenter ce que, par exemple, il aura vu sur les sites pornographiques sur lesquels il sera tombé par surprise, et avec tous les abus éventuellement qui pourront aller derrière. Autre conseil, compléter ce qui manque dans le programme d'éducation à la sexualité. Donc, en fonction de l'âge, eh bien, on prend le programme, on regarde et on se dit, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui manque, et on le complète. Donc, par exemple, apporter des éléments d'information, des pistes de réflexion. J'ai déjà insisté sur ce point, sur le sens du corps sexué, féminin et masculin, sur la beauté de ce corps sexué. Remettre au cœur une vision positive de l'anthropologie, des rapports filles-garçons, de l'harmonie possible entre les femmes et les hommes, des conditions pour créer et entretenir cette harmonie. Réfléchir bien sûr au sens de la sexualité, humaniser le sens de cette sexualité, reprendre, pour les plus grands, compléter, modifier un peu le prisme du consentement. Donc pour les plus petits, on va réinsister sur les limites et surtout sur les interdits. Pour les plus grands, éduquer à la maîtrise des pulsions, leur faire comprendre le manque de capacité psychique qu'ils ont à l'âge de l'adolescence et la manière dont beaucoup de jeunes ont cru qu'ils étaient en capacité de donner un consentement alors qu'ils n'étaient pas prêts
ils ne comprenaient pas ce à quoi la sexualité les engageait, ou alors ils ont donné un consentement de façade parce qu'ils étaient pris par l'influence des autres, la peur de décevoir, la peur de passer pour ringard, has-been, coincé, etc. Donc insister beaucoup avec les adolescents là-dessus, le regard des autres, le poids, la pression des autres, qui empêche de donner un consentement libre et éclairé comme le peuvent le donner les adultes. Il faut également transmettre ses propres valeurs, bien sûr, dans le respect de la loi. Il faut distinguer les jugements sur les actes, les situations et sur les personnes. Il faut insister avec ses enfants sur l'interdiction des violences, des dénigrements, du harcèlement, des moqueries, etc. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le dialogue doit être profondément bienveillant et il faut montrer à l'enfant combien ses parents sont prêts à l'écouter et à l'accueillir tel qu'il est, tel qu'il sera aussi, avec ses fragilités, ses chutes possibles, parce qu'à défaut, l'enfant va culpabiliser et garder pour lui ses bêtises, ses éventuels traumatismes. J'insiste par exemple, sur plusieurs points comme la pornographie. On sait que la majeure partie des enfants qui sont exposés à la pornographie, la première exposition est souvent involontaire, mais l'enfant peut être culpabilisé. Donc il faut vraiment avoir un dialogue bienveillant pour qu'il puisse dire à ses parents cette exposition involontaire et que ses parents puissent en discuter avec lui. Il faut faire attention aux règles qu'on pose de manière à ce qu'un enfant qui a enfreint une consigne soit capable de venir expliquer qu'il a enfreint la consigne et puis éventuellement les conséquences délétères qui ont pu en résulter. Par exemple, si on a interdit à un enfant de sortir un soir et qu'il a fait le mur, qui s'est retrouvé à une soirée avec des copains qui ont dégénéré, avec de l'alcool, qui a pu peut-être avoir des abus, malheureusement ce sont des situations qui existent. Voilà, il faut avoir ce climat de bienveillance qui fait que l'enfant puisse tout de suite venir, enfin ou l'ado puisse tout de suite venir expliquer ce qui s'est mal passé. On peut avoir un dialogue bienveillant aussi pour expliquer quels sont les comportements actuels des jeunes qui sont délétères, mais expliquer à son enfant que si il a lui-même commis ces comportements, eh bien ses parents sont là pour l'accompagner et remédier aux conséquences. Par exemple, je pense par exemple aux nudes qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, qui peuvent entraîner des conséquences dramatiques pour les enfants. À la fois, il faut exposer à ses enfants combien ce sont des pratiques qui ne sont pas bonnes pour lui, mais tout en même temps, en lui expliquant que si ça se produit, si ça s'est produit, eh bien, ses parents sont là pour aider à gérer les conséquences souvent dramatiques. Voilà, et puis j'assiste aussi sur l'enfant qui a une apparence atypique, ou qui peut avoir une attirance ou un émoi sexuel atypique. S'il n'y a pas de dialogue possible avec ses parents, l'enfant va chercher des clés de compréhension sur les réseaux sociaux, sur Internet, et avec tous les risques que ça comporte, notamment de pouvoir tomber sur des prédateurs sexuels. J'ai dit tout à l'heure que le respect de l'intimité et de la vie privée était un droit fondamental pour l'enfant. Il faut lui exposer que si une séance heurte cette intimité, sa vie privée, eh bien, il a le droit de la quitter, ou en tout cas, il peut s'opposer à ce qui lui est demandé par son enseignant. On a assez peu de retours depuis le déploiement du programme, mais avant même que ce programme entre en œuvre, on avait des témoignages d'élèves qui rapportaient qu'ils avaient été choqués, surtout à l'âge lycée, par des ateliers mis en place, comme des ateliers où on va demander aux élèves de décrire toute la progression d'un acte sexuel dans les détails, ou alors on va lui demander d'enfiler un préservatif sur une reproduction de phallus en érection. Ça porte atteinte à l'intimité de l'élève, et donc il peut dire j'entends bien ce que vous voulez me faire faire, mais je ne souhaite pas effectuer cette activité qui empiète sur mon intimité, et j'ai le droit de m'opposer à cette intimité. Il ne faut pas se faire trop d'illusions parce que c'est très difficile quand même pour un mineur d'avoir la capacité de s'opposer à un adulte, mais alors que justement l'EVARS veut introduire la notion de consentement, eh bien on peut dire à l'enfant que un moyen de déployer son consentement, c'est justement de s'opposer à tout ce qui viole son intimité ou sa vie privée. Un autre conseil, c'est surtout de dialoguer après les séances avec son enfant. Ça permet de former l'enfant à exercer son regard critique sur tout ce qui aura pu lui être dit. Et puis ça peut donner lieu à des débats passionnants avec des enfants en âge collège ou lycée. Et que c'est très important aussi de reprendre
le programme EVARS après qu'il ait pu être déployé dans les établissements scolaires. Enfin, j'insiste à nouveau sur le fait d'avoir d'une part ce dialogue et d'autre part dans un climat bienveillant et aimant, puisque des chercheurs ont fait état d'études dans lesquelles ils démontrent que les mineurs qui partagent de bonnes relations avec leurs parents ont des expériences sexuelles plus tardives, plus sécures et plus positives, qu'ils ont également moins de relations sexuelles occasionnelles. Par le biais de relations saines avec leurs cellules familiales proches, les adolescents développent des ressources psychosociales soutenant l'estime d'eux-mêmes, leur santé sexuelle, et cela constitue un facteur de protection, puisque les jeunes, donc, qui ont cette bonne estime d'eux-mêmes, commencent leur vie sexuelle plus tard, arrivent généralement à exprimer leurs avis et leurs limites, peuvent dire non et résister à la pression sociale de leur groupe de référence. Voilà, c'est tout un tas d'études passionnantes qui ont démontré ça. Pour finir, que peuvent faire les parents en cas d'incident? D'abord, il est quand même primordial de distinguer entre incident grave et ce qui ne l'est pas. Tout n'est pas de l'ordre de l'incident grave. Ce qui n'est pas de l'ordre de l'incident grave, on le traite avec son enfant, on en reparle, on en rediscute, on exerce un regard critique. Nos enfants ne vivent pas hors du monde, ils sont plongés dans le monde, et il est vrai qu'ils peuvent, par leur fréquentation du monde, être exposés à ce à quoi on ne voudrait pas qu'ils soient exposés, c'est la vie. Donc on distingue incident grave et ce qui ne l'est pas. Ensuite, si on estime qu'il s'agit d'un incident grave, que peut-on faire? D'abord, lorsque l'élève rentre de la séance, il faut soigneusement noter ce qui s'est passé. Noter soigneusement, en particulier les verbatims de l'élève. Pour ça, la manière d'interroger son enfant est extrêmement importante. Il faut éviter toutes les questions fermées, ça on le sait habituellement, mais il faut également éviter toutes les suggestions. Et donc pour ça, lui poser des questions ouvertes du type « Raconte-moi comment s'est passée la séance, depuis le moment où l'intervenante est entrée, jusqu'à la projection du film, jusqu'à ce qu'on te demande d'effectuer telle activité qui t'a particulièrement choqué. Raconte comment l'intervenante a mis en place l'activité. Raconte comment tu as dû te positionner dans un groupe. » Voilà, pour essayer d'avoir un exposé qui se rapproche le plus de la réalité possible. Une fois qu'on a noté ça, on peut ensuite en discuter avec d'autres parents d'élèves pour essayer d'obtenir un maximum de témoignages concordants. Troisième chose, si l'enfant a été traumatisé, ce qui n'est pas toujours le cas, on peut avoir une séance qui constitue un incident grave sans avoir un impact traumatique sur l'enfant lui-même. Mais on peut avoir un impact traumatique sur un enfant qui se met à faire des cauchemars, qui adopte un comportement agressif ou renfermé à la suite d'une séance. Et bien dans ce cas-là, il faut, si on a la possibilité, le faire constater par un certificat médical en consultant le médecin traitant qui a l'habitude de suivre l'enfant et qui va pouvoir attester que l'enfant a changé de comportement dans les jours qui ont suivi la séance incriminée. Ça, c'est tout ce qui est en quelque sorte les documents qui permettent qui permettent de préparer les actions que l'on mène ensuite. Quelles actions? Prendre rendez-vous avec le professeur responsable, puisque le programme oblige normalement chaque séance à avoir l'intervention, la présence d'un enseignant, même si ce n'est pas l'enseignant qui prend la parole. Donc prendre rendez-vous avec le prof qui a la responsabilité de la séance, qui a eu la responsabilité de la séance, éventuellement avec le directeur d'établissement. En prenant ce rendez-vous, il faut se fixer ses objectifs. Quels sont les objectifs poursuivis? Est-ce qu'on veut simplement éviter le renouvellement d'une telle séance? Donc dénoncer ce qui a pu être fait, faire valoir les droits qui ont pu être atteints et convaincre l'établissement de ne pas renouveler pour l'année suivante cette séance, ou de ne pas le renouveler dans l'année, ou en tout cas la mettre en œuvre, la déployer différemment. Est-ce qu'on veut qu'un contenu soit écarté? Par exemple, un support a été utilisé, il est particulièrement inadapté, on veut que le support ne puisse plus être utilisé pour les séances suivantes ou pour l'année prochaine, mais sans remettre en cause le déploiement du programme EVARS. Ou est-ce que, dans les cas les plus graves, mais vraiment ça reste un peu exceptionnel,
on veut mettre en cause la responsabilité de l'établissement. Ça peut être, par exemple, parce que le stade de développement psychoaffectif d'un enfant n'a pas été respecté et l'enfant présente un traumatisme. Ou alors, il y a un contenu pornographique qui a été présenté sous couvert d'EVARS. Ou encore, l'enfant a été harcelé ou a été victime de discrimination, ou a été attaqué en raison de ses convictions religieuses ou parce qu'il a voulu faire respecter son intimité. Ou alors, on a ce qui s'appelle en droit pénal la contravention d'ouvrage sexiste, c'est-à-dire quand a pu être imposé à un enfant des propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui a porté atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant. Quand on se trouve dans ce type de situation, on informe l'établissement du dysfonctionnement, on demande à avoir un entretien et puis ensuite on se prépare à aller mettre en cause la responsabilité de l'établissement. C'est rare, mais ça peut arriver qu'on soit obligé d'aller jusqu'au procès. Dans ce cas-là, il faut se faire impérativement accompagner par un avocat qui va conseiller sur les documents à verser au dossier et puis qui va conseiller sur la procédure à mettre en œuvre et puis qui va la mettre en œuvre. J'insiste à nouveau sur le fait que ce sont des cas rares, puisque en général, par la voie du dialogue, on obtient beaucoup. La plupart des intervenants dans la sphère éducative ont du bon sens et de la bonne volonté, mais il peut arriver qu'on soit obligé d'aller jusqu'au procès, notamment pour faire retirer des contenus sur lesquels les établissements peuvent s'arc-bouter, par exemple. Un deuxième type d'action auxquelles les parents peuvent être confrontés, c'est devoir soutenir un établissement privé catholique qui est attaqué dans le cadre d'un contrôle parce que l'établissement a mis en place le programme EVARS, mais d'une manière qui a déplu au rectorat, ou le rectorat estime qu'il n'a pas mis en œuvre l'intégralité du programme EVARS. Et bien dans ce cas-là, si l'établissement scolaire privé catholique sous contrat soutient que il a mis en place ce programme EVARS, mais dans le respect du caractère propre, et que le caractère propre impose de présenter le programme de telle et telle manière, eh bien les parents peuvent se préparer aussi à soutenir leur établissement catholique. C'est extrêmement important. Alors, s'agissant de toutes ces actions, peut-être que dans un premier temps, les recours n'aboutiront pas. En effet, aujourd'hui, nous constatons, nous autres juristes, que la CEDH adopte une position plutôt très favorable à cette appréciation extensive du déploiement de l'EVARS, à cette appréhension selon les standards de l'OMS, et qu'elle juge de manière assez fréquente que les droits et libertés fondamentales n'ont pas été atteints, donc elle évacue les recours qui lui sont soumis. Mais il ne faut pas se décourager. Le fait de s'exprimer, de déposer des recours finira par faire bouger les lignes. Les juridictions finiront par prendre en considération la parole des parents, la nécessité de respecter les droits et libertés fondamentales. Il faudra peut-être être patient, mais une mobilisation juste et respectueuse finira par porter du fruit. Voilà, donc avec tout ça, chers parents, eh bien, le message le plus important, c'est que c'est à vous d'assumer la responsabilité de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle de vos enfants. Bien sûr, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Il y a beaucoup de structures qui existent, beaucoup d'offres. Vous n'êtes pas tout seul pour cela, mais il vous incombe de le faire.